Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mercredi 7 septembre. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. Avec au sommaire ce soir, l'inauguration du musée archéologique Prince Régnier III en Corse, à Luciana, en présence du prince Albert II. Nous découvrirons tous ensemble ce tout nouveau site chargé d'histoire liée à Sainte-Dévote avant de revenir sur les relations qui nous unissent en compagnie du maire de la commune insulaire, José Galetti, qui sera ce soir notre premier invité. Et juste après ce passage sur l'île de Beauté, nous ferons cette fois plus ample connaissance avec la nouvelle directrice de la célèbre galerie arcuriale, Olga de Martio. Avant de nous intéresser un peu plus tard à la rentrée de nos tout petits dans les crèches monégasques. La vraie grande rentrée post-Covid avec de nouveaux espaces pour les parents, des innovations notamment en matière de produits recyclables ou encore les travaux d'embellissement en ce moment de la crèche de Monaco-Ville. Chloé Boscagli-Leclerc, l'adjointe au maire et chargée de la jeunesse, nous rejoindra dans un instant pour faire un point étape ce mercredi soir. Mais tout d'abord, direction la Corse et une ville qui nous est chère, Luciana, de par son jumelage bien sûr, et ses liens tissés au fil du temps. Monaco et Luciana, unis par l'histoire de Sainte-Dévote, notre sainte patronne, une relation de plus en plus étroite, comme vous allez pouvoir le constater avec ce reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi. Musée de Mariana, Prince Régnier III de Monaco. Voici la plaque inaugurale dévoilée par le souverain et le maire de Luciana. Certes, ce musée archéologique est ouvert au public depuis 1 an maintenant, mais il n'avait jamais été inauguré officiellement, Covid oblige. Eh bien, c'est désormais chose faite. Le prince Albert II a effectué ce déplacement mardi, accompagné d'une grande délégation monégasque, les représentants des différentes institutions de la principauté étant venus en nombre. Après le dévoilement de la plaque, le prince a ensuite pu visiter ce musée situé tout proche du site de la Canonica, l'une des églises les plus anciennes de Corse, qui abrite un site archéologique. Ce musée, pour la première fois, nous permet de présenter l'ensemble des collections découvertes sur le territoire de Mariana, donc colonie romaine édifiée pour les vétérans de l'armée romaine de Caius Marius au tout début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc on avait environ 10 000 objets issus de l'ensemble de ces travaux archéologiques qui étaient cachés dans nos réserves et qu'on peut, pour la première fois, évidemment, présenter au public. Alors, on ne va pas présenter les 10 000 objets, nous avons sélectionné environ 400 objets archéologiques qui témoignent justement de cette longue vie qu'a connue Mariana depuis l'âge du bronze jusqu'à la période médiévale et qui s'inscrit dans l'histoire de la Corse et plus largement dans l'histoire méditerranéenne. Dévote était originaire de Luciana, elle fut martyrisée pour sa foi chrétienne et son corps placé sur une barque s'échouera à Monaco. Les liens sont donc étroits entre la principauté et cette ville de Haute-Corse. La jetée à l'entrée du port Hercule a été baptisée Luciana en 2009 et désormais le musée archéologique de Luciana porte officiellement le nom Prince Régnier III de Monaco. C'est d'abord une grande fierté, un grand honneur pour moi et pour ma famille que ce musée porte le nom de notre père. Une de ses dernières visites en Corse, c'était à l'occasion de ce pèlerinage à la Canonica avec des pèlerins de Monaco pour célébrer ce 17e centenaire de Sainte-Dévote et du fait qu'elle soit à la fois patronne de la principauté et de la Corse. Et donc voilà, c'était un moment très très émouvant. Un peu plus tôt dans la matinée, dans le centre de Luciana, la plaque site historique de Monaco a été dévoilée. Il faut savoir qu'à ce jour, la principauté est jumelée avec Luciana en Corse et Ostende en Belgique. Sachez qu'en novembre 2023, Monaco sera également jumelée avec une 3e ville, en Italie cette fois, avec Dolceacqua. Avec nous ce soir sur Monaco Info, José Galetti, le maire de Luciana. Bonsoir à vous, monsieur le maire. Salut à tutti. En Corse. Amis monégasques. Ah, nos amis monégasques, c'est vrai qu'il y a des liens qui sont indéfectibles, qui sont endémiques entre Monaco et votre ville. Il y a eu beaucoup d'émotions dans le discours du prince Albert. Eh bien, il y avait beaucoup d'émotions de la part du prince Albert et de tous les participants, notamment tous ceux qui ont participé pendant toutes ces années à ces échanges qui ont eu lieu et qui ont commencé en 2003 avec ce grand pèlerinage qu'avait organisé le prince Régnier III de Monaco. Toujours très très fort, on disait les liens, et cette tradition ici, elle est respectée le 27 janvier en principauté, vous le savez, les 26 et 27, avec bien sûr cette barque qu'on incendie à la fin. Chez vous aussi à Luciana, on respecte Sainte-Dévote comme il se doit. Nous respectons Sainte-Dévote le dimanche d'après, chaque année. Donc il y a une petite délégation de Monaco qui vient et qui assiste aux cérémonies.
Bien sûr, d'un côté comme de l'autre, on respecte cette tradition de sainte dévote. Vous l'avez dit, on se déplace, mutuellement on se croise finalement sur la Méditerranée. On a d'autres liens qui ont pu se mettre en place. Il y a eu notamment le jumelage en 2009. Il y a eu ensuite le lien qui s'est créé avec la désignation de la digue à Luciane, de la contre-jetée du port Hercule. Et à partir de là, nous avons décidé de donner le nom de Prince Régnier III de Monaco en souvenir de son déplacement en 2003 au musée de Marianne qu'on était en train de construire. Par rapport à Sainte-Dévote, c'est important hein, de rappeler ce qu'est Mariana dans notre histoire. Oui, c'est une longue histoire. Et de toute manière, ce musée s'est fait un peu au travers de l'empreinte chrétienne qu'a connue ce site. Aujourd'hui, nous avons un outil magnifique qui est dédié, je dirais, à la réappropriation de notre histoire, notamment celle du paléo-chrétien du médiéval. On a vu dans le reportage de Fabien Bonilla et Lionel Bernardi qui étaient sur place, évidemment. Ce musée, finalement, c'est pas un cimetière, c'est bien un musée archéologique, c'est presque une continuation, hein, finalement, une continuité. C'est un musée de site archéologique, puisque nous sommes sur le site de l'ancienne ville de Marianne, qui était importante à l'époque. On pense que sur 24 hectares ou 28 hectares, la ville pouvait comprendre à peu près à l'époque 6 000 à 7 000 personnes, ce qui est important pour l'époque. Et on rappelle que le prince Régnier III était très attaché hein, à cette région et à Luciana. Hein. Alors, il était attaché en ce sens que c'était pour lui le berceau de la Sainte Patronne. Voilà. Donc quand il est venu, c'était son dernier voyage, il a tenu absolument à venir sur les pas de Sainte-Dévote. Quelle est la particularité, au-delà du musée désormais qui porte le nom du prince Régnier III, de ce site archéologique? Quelle est la spécialité de Luciana? Qu'est-ce qu'on fait de beau à Luciana? D'abord, on a mis une plaque signalétique ce matin qui annonce que nous sommes un site Grimaldi de Monaco. Eh oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà, c'est un lien nouveau qui va nous permettre de participer avec les autres communes qui sont je dirais, nominées de la même manière. Pour le reste, Luciana se développe comme toutes les communes littorales du Midi méditerranéen. Nous progressons. Actuellement, nous sommes à plus de 6 000 habitants et il y a énormément d'implantations. Bien sûr, il y a beaucoup de grues et c'est comme ça qu'on ressemble un peu à Monaco. Mais on est ravis d'être avec vous ce soir, d'avoir passé ce moment, parce que c'est vrai, on sent ces attaches, elles sont fortes, très très fortes entre Monaco et votre ville de Luciana que vous présidez, monsieur le maire. Mais écoutez, moi, le lien extraordinaire, c'est aussi la langue. Quand j'ai assisté pour la première fois à la messe en monégasque, j'ai cru me retrouver à Ossia. Voilà. Ça ne s'écrit pas de la même manière, ça se prononce de la même manière. Il faut quand même comprendre que pendant des siècles, nous avons été ensemble. Bonne soirée, monsieur le maire. Et notez également que la direction des affaires culturelles travaille actuellement à un partenariat entre le nouveau musée Régnier III à Luciana et le musée d'anthropologie préhistorique de la Principauté. Sur mer, cette fois, cette information d'importance à l'attention des usagers, des plaisanciers. En raison de la mise en place d'un émissaire, vous savez, ces gros tuyaux sous-marins, le mouillage ou le maintien en position statique seront interdits à tout navire, toute embarcation se trouvant dans une zone bien délimitée au large, essentiellement de la plage du Larvoto, et ce à partir de demain jeudi jusqu'à lundi prochain. À l'occasion des 20 ans d'Arcurial, c'est Olga de Marzio qui vient de prendre la direction de la célèbre maison de vente aux enchères. Vanessa Dessy est allée pour Monaco Info à sa rencontre. Les images sont signées Orazio Gaggino. Après avoir parcouru le monde, Olga de Marzio, d'origine allemande, grandit en Amérique latine. Elle vit ensuite durant 7 ans en Italie où elle développe une galerie d'art en ligne liée à la Fondation Volume à Rome. Mais c'est en principauté depuis près de 20 ans qu'elle évolue d'abord dans le domaine du marketing bancaire pour être enfin recrutée cette année par la célèbre maison de vente Arcurial avec de belles ambitions. L'idée, c'est bien évidemment de toucher plusieurs
communauté grâce au fait que je parle plusieurs langues et je suis proche de toutes ces différentes nationalités. Monaco, comme on le sait déjà, est un endroit extrêmement international. Après, on veut aussi aller un peu au-delà parce que Monaco est quand même déjà assez développé. Toucher aussi tout ce qui est la Riviera, la Côte d'Azur, peut-être aussi la partie italienne de la Riviera, animer un peu la galerie, faire un peu plus d'exposition. Arcurial fête cette année ses 20 ans d'existence. Le pari fou de faire de la Principauté un lieu de référence pour l'ensemble des ventes luxe est un challenge largement relevé, car l'année 2021 totalise plus de 32 millions d'euros. La Principauté est donc devenue la deuxième place de vente de la maison, après Paris et devant Marrakech. Pour être si jeune comme maison d'enchères, je pense que Arcurial a beaucoup réussi à disons, créer une image de marque, de marque très sérieuse et professionnelle. L'équipe est extrêmement dynamique et extrêmement passionnée, ce qui est, je pense, très important pour avoir des bons résultats. La prochaine exposition se déroulera à partir du 23 septembre afin d'y présenter une sélection de pièces de génération 21, dites super contemporaines, qui seront mises à la vente le 26 octobre. Les sports et l'aventure qui s'arrête là pour notre monégasque Hugo Nys au stade des quarts de finale du tournoi de double à l'US Open de tennis de Flushing Meadows avec son compère polonais Jan Zielinski. Après avoir sauvé 4 balles de match, ils se sont finalement inclinés face à la paire anglo-américaine Joe Salisbury et Rajiv Ram. Une doublette tout de même classée numéro 1 mondial actuellement. Prochain grand rendez-vous pour Hugo Nys, la Coupe Davis et le match face au Liban les 16 et 17 septembre prochains. Match que vous pourrez suivre sur Monaco Info avec Frédéric Elion et Laurent Orsini aux commentaires. Le football et l'ASM qui va tenter d'oublier sa désillusion européenne cet été en Ligue des Champions. Place désormais à la Ligue Europa et premier grand rendez-vous pour Monaco demain soir 21 h à Belgrade face à la célèbre Étoile Rouge. Notre deuxième invité ce soir, c'est l'adjointe au maire chargée de la jeunesse Chloé Boscagli-Leclerc. Et avec vous, madame, on va s'intéresser à l'actualité de nos crèches en Principauté. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. C'est la rentrée pour tout le monde, hein, pour les grands, les petits et vraiment les tout petits. Vous occupez notamment des crèches à Monaco, c'est bien reparti, mais ça ne s'arrête jamais chez vous finalement. Exactement, et c'est bien de le relever. Cet été, nous étions en service continu pour offrir aux familles l'accueil pour les non-vacanciers, bébés et leurs familles. Et tout de même, là, le lundi 5 septembre, nous avons des nouveaux inscrits qui ont fait leur arrivée. Alors, au total, nous avons 370 enfants qui sont inscrits pour notre année, et sachant que les entrées sont échelonnées. Évidemment, tous les bébés ne naissent pas pour faire une rentrée en septembre. Ces 370 bébés vont pouvoir être accueillis puisque désormais, notre capacité en termes de berceaux va être amenée à 411 après l'ouverture de Testimonio 2 en novembre 2022. Oui, dont nous reparlerons bien sûr, Chloé, c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a des berceaux doubles chez vous, hein? Mais c'est-à-dire qu'évidemment, sur un même berceau, plusieurs enfants peuvent l'occuper, puisque toutes les familles n'ont pas besoin des 5 jours par semaine. Et est-ce qu'il y a toujours une forte demande? Est-ce qu'il y a des listes d'attente en Principauté? Non, ça nous en sommes très fiers, nous nous débrouillons toujours, quitte à pousser les murs, nous avons beaucoup de travaux en cours et on a eu à cœur de pouvoir offrir ce service à toutes les familles qui en avaient besoin. Chloé Boscagli-Leclerc, on a tous des souvenirs quand on est parents de nos enfants ou ceux qui sont jeunes parents aujourd'hui. C'est quand même un déchirement, c'est pas encore l'école, mais c'est presque pire quand on a son petit bout de chou comme ça qu'il faut vous laisser, même s'il est très bien gardé, j'ai bien compris. Mais bien sûr, alors on a 173 personnes qui s'occupent très attentivement avec beaucoup de bienveillance de vos petits et ce n'est pas tellement un déchirement parce qu'on s'applique vraiment, on s'investit beaucoup. Quand un enfant est laissé pour la première fois, il a une semaine ou 2 semaines ou même 3 semaines de ce qu'on appelle une familiarisation pour que les équipes puissent observer auprès des parents comment se comporte le bébé, comment il est, les activités qu'il aime, quelle est la nourriture qu'il affectionne, son doudou, ses tétines. Et ça permet aussi aux parents de se rendre compte du travail
travail des équipes, du quotidien de son enfant, ce qui est très important pour pouvoir ensuite sereinement laisser les professionnels accueillir pendant toute la journée ses enfants. Dites-moi, il y a quand même quelque chose de très important, je suis en train d'y penser, c'est une vraie grande rentrée pour vous, parce que depuis 2 ans c'est compliqué, on le sait, même pour l'été, pour garder les enfants, hein, avec la Covid. Oui. Enfin, une énorme bouffée d'oxygène qu'on a pu tous constater après ces longues années d'astreinte et d'austérité quand même un petit peu sociale. On est reparti sur un mode beaucoup plus joyeux, on va pouvoir réorganiser des événements conviviaux. Nous, on va faire appel à nouveau à beaucoup plus d'intervenants extérieurs qui étaient un peu bannis. Et puis, les professionnels en crèche vont pouvoir davantage rencontrer les parents, ça va être beaucoup plus naturel. On va pouvoir réorganiser notre Noël des crèches à petits pas vers Noël, qui est un grand événement, oui, qui rassemble 1000 personnes et qui est toujours un grand moment de joie et d'échange. Bref, ça va mieux. Si je vous amène sur ce terrain-là, c'est que maintenant on va pouvoir presque continuer dans l'innovation, parce qu'il faut toujours apporter un petit plus. C'est ce que vous recherchez, j'imagine, en tant qu'adjointe au maire, en tant que professionnel, évidemment, de cette petite enfance. Qu'est-ce qu'on a comme chose innovante aujourd'hui, même autour du climat, autour de la nourriture, de l'alimentation, peut-être de ces petits bébés? Donc, vous savez, on a développé tout ce qui était numérisation digitale, puisque c'était devenu impératif. Du point de vue du développement durable, on travaille toujours, donc on a des couches qui sont à partir de matériaux recyclables. Enfin, on a du bio à plus de 80% dans nos crèches. Et puis, on a mis en place des chaussettes qui sont lavables, alors qu'auparavant on avait des chaussettes qui étaient en plastique pour que les parents puissent pénétrer dans les unités des bébés sans rien salir et sans rien contaminer. Donc maintenant on est passé à un système totalement différent, beaucoup plus green. Chloé Boscagli-Leclerc, pour être complet, la crèche est important également, peut-être du nouveau du côté de la garderie, des haltes garderies? Oui, exactement. Alors le système halte-garderie, c'est un système qui plaît beaucoup aux familles dont les parents ne travaillent pas forcément. Notre cœur de métier, c'est évidemment les parents dont les enfants travaillent, en priorité les monégasques et les résidents. Mais il est évident que certaines familles dont un des 2 membres ne travaille pas, bon, si on peut leur garder l'enfant 1 jour par semaine, si la capacité en crèche nous le permet, il saute sur l'occasion. Et donc là, on a par exemple une 30aine de demandes qu'on va honorer. Ce système, il était basé sur un tarif fixe. Et on trouvait que c'était un peu dommage, et c'était une promesse du conseil communal de pouvoir adapter ces tarifs aux revenus des familles, simplement pour que ce soit plus juste et pour que toutes les familles puissent accéder à ce service. Merci d'avoir pris du temps pour nous, en vous occupant de nos chères petites têtes blondes futures aussi, hein, qui vont grandir, qui vont faire leur rentrée scolaire comme beaucoup, et qui vont grandir dans les plus belles conditions ici à Monaco, en démarrant de la crèche, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous, Chloé. Merci à vous, merci, bonne soirée. La crèche, le début de la grande aventure, et dans quelques années, de jolis projets en construction dans la tête. Aussi ce soir, nous voulions revenir sur une très belle histoire de réussite familiale en principauté, en nous arrêtant avec Yannick de Bévert à la boutique de Fil en Aiguille. C'est tous les matins le même plaisir pour Giovanni Di Salvia en ouvrant cette porte. De Fil en Aiguille fait partie de ces lieux iconiques en principauté. Une institution pas comme les autres. 6 mm. Je vais vous l'ouvrir. Ce qui fait la force de cette boutique de 126 ans, c'est justement toute son histoire humaine. Ça va aller? C'est même plus un magasin à l'heure actuelle, je veux dire, c'est une institution ou un lieu de vie ou un lieu de rencontre, parce que j'ai beaucoup de personnes encore ce matin qui viennent pratiquement tous les jours pour parler, des vieilles personnes qui viennent pour parler, prendre un peu, savoir un peu ce qui se passe, et bon, prendre une bobine de fil, prendre de la laine à tricoter, et ils profitent de l'occasion tous les jours de faire leur petite sortie, leur petite balade, quoi, voilà. En 1896, la famille Galliano crée la mercerie du nouveau siècle. Depuis, le 20 et même le 21e siècle sont passés par là, et avec eux, quelques personnalités comme la princesse Grace Kelly. Mais les véritables stars de Fil en Aiguille, ce sont bien celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Le patron est sympa, un magasin comme ça dans une ville, c'est toujours utile. On trouve des boutons, on trouve des pressions, on trouve du fil, de la laine. Des conseils? Oui, beaucoup de conseils. Avant je tricotais, maintenant je ne tricote plus, mais j'ai toujours trouvé la laine qu'il me fallait, les modèles et tout, voilà. La tradition, le reste, voilà. Maintenant vous allez dans les grandes surfaces, tout ça vous ne le trouvez pas. Il y a des collections, tu vois, par exemple dans les boutons, tu as vraiment des trucs exceptionnels, comme ici du Chanel, tu
Ah, mais ça, c'est des bijoux, quoi. Au dernier inventaire, Giovanni comptait encore 30 650 références différentes dans son magasin. Une véritable caverne d'Ali Baba. Récemment, avec la crise sanitaire, de nombreux commerces ont dû baisser pavillon, mais forte de son histoire, la mercerie n'a jamais tremblé. Non, j'ai jamais eu de crainte, je me doutais bien que ça allait passer, c'était un mauvais moment à passer. Et puis je me dis, bon, le magasin a survécu à 2 guerres, je sais pas à quoi aussi, donc c'est pas ça qui va le faire écrouler, hein, loin de là, loin de là. À quelques années de la retraite, il sera bientôt l'heure de passer le flambeau pour Giovanni qui espère désormais léguer ce petit bout d'histoire monégasque à l'un de ses 2 enfants. Et avant d'évoquer, comme tous les soirs, votre météo à venir, n'oubliez pas de cocher sur votre carnet de bal cette date, le bal du marché de la Condamine, avec le groupe Benty Brothers Music. Et tout autour de la piste de danse improvisée, les commerçants du marché installeront, eux, leur stand dans une ambiance style champêtre matinée d'une atmosphère de guinguette. Et sans plus tarder, voici votre météo pour les prochaines heures. C'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le temps sera partagé entre nuages et apparition du soleil. Une légère brise soufflera sur le territoire. Les températures resteront au-dessus des normales. Elles oscilleront de 22 à 31 degrés. Le soleil se lèvera à 6h59 et se couchera à 19h56. Et nous fêterons les Adriens. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés du jour. Photo signée ce soir, Mickaël Alési auprès de nos tout petits en crèche. Je vous retrouve demain, 19h, pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.